normalement, par expérience, ici, on obtient le régime, disons, permanent, et on a mesuré aussi le flux. Donc, on remarque ici que le flux n'a pas encore atteint la face supérieure, et ici, si on continue, en fait, on trouve qu'il est constant. Ayant fait cette mesure, on a les relations, donc on va essayer de les confronter. Donc c'est ce que nous avons fait et on a établi ce tableau. Donc on a mesuré la résistance thermique lorsqu'on ajoute entre 0 et l'échantillon 5% de paille. On a remarqué que la résistance thermique augmente. Ça veut dire nos grands-parents, ils savaient quand ils construisaient avec c'est-à-dire l'argile mélangée avec la paille, ils savaient qu'en augmentant la concentration de la paille, ils peuvent plus facilement empêcher donc la chaleur d'être introduite dans les habitats et ainsi de suite. Donc c'est ça les valeurs de résistivité. On en a déduit donc la conductivité thermique. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris la conductivité thermique donnée dans la littérature par les gens qui nous ont donné en fait les échantillons. Ils ont fait ça avec une manip qui compte des dizaines de millions de centimes. Nous, en faisant cette manip de manière très simple, pour remarquer que j'obtiens des différences qui ne dépassent pas 6%. Et par conséquent, je peux dire que notre démarche est assez suffisante pour pouvoir comparer donc, le comportement des briques, c'est-à-dire comparer entre les briques. Donc, j'en ai déduit aussi la diffusivité. Ce tableau-là, je l'ai rempli en exploitant en fait le régime permanent, c'est-à-dire au-delà de 30 minutes dans le cas de notre problème. Il ne faut pas oublier, les courbes ils changent en fonction des matériaux qu'on caractérise. S'il y a des matériaux qui conduisent plus vite, en fait, on atteint le régime permanent encore plus vite. Donc ça dépend du... Donc, en fait, il n'y a pas de grande différence avec des choses faites dans les normes avec des manips sophistiquées. On a fait aussi autre chose, comme tout à l'heure, donc je vous ai représenté ici. C'est-à-dire, on peut exploiter le régime transitoire, donc ça, c'est plus ou moins, vous connaissez, c'est l'équation de la propagation de la chaleur. Donc, on l'a discrétisé. Et on a pu, en fait, calculer la diffusivité thermique à partir de ce régime transitoire. Bien sûr, je la compare ici à la diffusivité thermique que j'ai mesurée dans les régimes permanents. Et vous remarquez qu'il n'y a pas une grande différence. Donc, ça, c'est important pour les étudiants, bien les gens qui veulent faire la manip. Donc, on sait qu'avec le régime, disons, transitoire, on peut faire les manips en quelques minutes, on peut avoir les résultats. Ce n'est pas la peine de chercher à atteindre le régime permanent pour pouvoir exploiter les mesures. Donc, si on veut gagner du temps, on peut exploiter donc, les différents régimes. Et ça, c'est très instructif donc, pour les étudiants. Donc, pour conclure, donc, je dirais que d'une manière simple, on a pu mesurer donc, les propriétés donc, des briques. C'est des résultats qui sont reproductibles dans le sens où vous avez remarqué qu'on obtient des bonnes valeurs en bonne concordance avec la littérature pour tous les échantillons, donc, qui est reproductible. Et la chose la plus importante sur laquelle je vais terminer, c'est ça. Maintenant qu'on sait que ça marche et ça nous permet de comparer, on a transposé l'idée donc aux géologues pour qu'ils puissent l'utiliser pour mesurer les propriétés thermiques des roches. Donc, ils peuvent comparer entre différentes roches, c'est-à-dire mesurer la conductivité thermique et la diffusivité thermique. Et je m'arrête là. Rapide. J'aime bien 180 secondes. Merci, Serral. On va ouvrir la discussion pour 5 minutes. Si vous avez des questions, et je vous demande d'être vraiment bref et ciblé dans vos questions et aussi dans les réponses. علاش ديما وجد اللي كيسول Une question, si possible. نعم Si on revient à la relation de la loi d'Elfouji, là vous avez là,
Oui, Là, par exemple. c'est l'équation de la chaleur, celle-là. Vous chauffez pendant T2. Il y a un T2, T2 primaire. Non. T2, T2, T2. Non, l'équation de la chaleur, c'est la dérivée du temps par rapport à dt est égale à la diffusivité de dt sur 10. T2 moins T2, T2. Non, ça c'est un astuce On n'entend rien? développé pour que utiliser les deux températures. T2, T2, T2. Pourquoi oui, dt ici, maintenant, T2, t à l'instant de oui, moins T. il y a le temps, T2. Il y a les deux, on peut accéder à la Je vois ce interne, l'équation. Je vois pas bien l'essentiel, c'est pas de ces deux températures. C'est la delta T, sachant que l'épaisseur de la brique, je ne sais pas s'il y a les mêmes. C'est constant, c'est pour le contact, le thermo. Ce métal, si je le mets en contact avec c'est-à-dire on a des supports, je sais que le contact là, je le suis par les plats, Il va le mettre en contact avec un scotch comme ça, et après, c'est-à-dire, le sensibilité, vous êtes sûr que vous dirigez mon oui, on a testé, on a mesuré, on a des valeurs qui sont pratiquement les mêmes que celles faites par une maladie où on isole l'échantillon. Je m'arrange pour. Puisque j'utilise ça et c'est des étudiants qui manipulent, donc je m'arrange pour que ça soit très faible, j'atteins 60, 70 degrés pour qu'ils ne se brûlent pas. Pour la plaque chauffante, normalement, ça fait Bien sûr, il y a des tests préliminaires qu'on a déjà fait. Donc, j'ai mis les thermomètres uniquement en contact avec la plaque à différentes positions et j'ai comparé avant de valider ce modèle. Donc, on a fait des tests. Donc, c'est constant. Oui, oui. Celui du bas, il est en contact mais à la plaque chauffante. L'autre, il est en contact mais à la face supérieure. Le deuxième. A priori, on dit qu'il y a un bon contact et c'est la même température. On dit qu'il y a. Madame Chirin-Lévy, s'il vous plaît. Comment? Non, il se stabilise après. Donc, j'ai d'autres figures qui nous ont permis de faire ça. Donc, j'ai fait des tests. On a fait des tests pour valider ça. Donc, Une deuxième question. Ah, avec un. لا لا un jinx هذاك دوت. La courbe que vous avez obtenue, Oui. je vois qu'il y a beaucoup de fluctuations. Oui. C'est la précision de la mesure. J'ai d'autres cours que j'ai mis dans ma fiche, par exemple le flux même, en laissant par exemple juste repoiler, sauf même pas. Il y a plus ou moins 10 watts par mètre carré de flux. Il y a des instructions. J'en ai bien compte. Donc, en fait, si vous remarquez dans le tableau, j'ai mis des instructions. Vous avez 200 de cours, c'est pas un paramètre extérieur qui rentre. Il ne faut pas oublier. Pour mesurer, ici j'ai étudié le problème de la conduction thermique. C'est ce flux qui est des échanges par convection. شكون مول هذا؟ Si on veut tenir compte de ça, il faut. Tout ça, ça peut s'améliorer. Non, il me fait un client. Là, je suis mon propre client, je fais des choses qui sortent un petit peu de ma spécialité. Je me pense à être. Alors, moi, j'ai une question. Micro. Oui, pour les phénomènes créoles. Par exemple, si là, on voit le résultat maintenant, on peut le calculer. 30 minutes comme ça. Et le microdame, il a quand même un certain. Donc, la climat, si c'est arrêté. Sinon, on a ce genre de problème, soit. Non,
s'il y a un problème, juste pour un régime permanent, vous n'avez pas pu atteindre avec ces prix, probablement, travailler avec les techniques, moi, De manière générale, si j'ai un phénomène où le régime stationnaire d'atteindre à quelques heures, par exemple, ou à des heures, et que là, vous n'avez pas de suffit. Alors, est-ce que vous avez remédié à ce problème? là, pour l'instant, toute l'ancienne, ça c'est pas le terme, mais le thermomètre. micro. Oui, pour lesquels je parle là des capteurs thermomètres, la réponse est on peut avoir un thermomètre qui mesure les températures ou la matrice avec un téléphone pour vérifier les thermomètres qui sont de C'est bon? On va enchaîner avec la deuxième présentation orale, qui va être faite par Mme Géant-Cécile, qui va être intitulée Étude de l'évolution des dosages acido-basiques colorimétriques par 4 voies. Exposé dans la vidéo. Exposé. Alors, vous avez à peu près un quart d'heure de présentation, madame. شوف مزيان واش تبان ليه شوف الناس اللي كيشوفوا لها دابا الناس داكشي اللي كيشوفوا Si vous voulez, madame, de préciser, parce que Un quart d'heure. D'accord, donc salam alaikum. Donc tout d'abord, oui. Tout d'abord, alors je remercie monsieur le professeur de nous honorer de leur présence pendant donc cet événement scientifique. Aussi, je remercie toutes les personnes donc, qui ont venu de loin, qui ont pris la peine pour résister ou bien assister malgré leur occupation. Donc, pour l'exposé, il est intitulé sur, ou bien il porte sur le suivi de l'évolution d'un dosage acido-basique par l'Exao en utilisant donc 4 capteurs indépendants différents. Cet exposé, il a été encadré sous l'encadrement de M. Moustapha Mimouni, professeur à la faculté des sciences Oujda, en collaboration avec M. Qasmi et M. Saoudi, professeur à la SPO, toujours d'Oujda, département génie appliqué, et bien sûr avec leurs étudiants. Donc, pour le plan d'exposé, je vais le diviser en 2 grands volets. Donc, le premier volet, il s'intéresse à tout ce qui est descriptif. Donc, il va s'intéresser à l'introduction générale, les objectifs du travail, le matériel utilisé, etc. Pour le deuxième volet, il concerne la réalisation de quelques manipulations, les résultats bien sûr obtenus et le traitement de conclusion, perspective, ainsi de suite. Alors, donc, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les pays émergents se trouvent un problème de masse. Donc, normalement, les 2 problèmes qu'on a ici, c'est l'effectif des étudiants, surtout en première année, et le coût. Donc, lorsqu'on parle de coût, alors là, l'apprentissage normalement pratique, il nécessite un budget conséquent qui ne peut pas satisfaire les besoins de la masse. Pour des raisons économiques, les solutions préconisées sont, donc, soit on va favoriser l'apprentissage ou bien la formation magistrale par rapport à la formation pratique, normalement, ce qui est tout à fait faux, ou bien on peut se limiter à quelques types ou bien à quelques nombres de manipulations, de travaux pratiques, ou on peut à la fois éliminer les TP. Mais si on veut être compétitif à l'échelle mondiale, donc on peut développer le savoir-faire pratique en sciences et technologies, on peut innover et faire évoluer la technologie éducative, et même adapter les capacités et le patrimoine local aux différents besoins didactiques. Donc l'Exao, il peut être une solution de ce problème. Donc, c'est quoi d'abord l'Exao? C'est un système d'acquisition et d'exploitation des mesures physiques assisté par un ordinateur. Donc, normalement, l'expérimentation assistée par ordinateur ne diffère pas fondamentalement de l'expérimentation telle qu'elle est menée classiquement. Mais l'incorporation de l'ordinateur, normalement, il importe de nombreux avantages. Donc, ce système d'Exao, il peut être adapté à nos propres besoins didactiques, c'est-à-dire selon les manipulations qu'on va réaliser. L'apprenant ici, il peut concevoir et construire ses propres instrumentations de mesure en utilisant l'interface Microlab. Au niveau didactique, il offre un support
pédagogiques et technologiques supplémentaires et un apprentissage constructif. Et donc, lorsqu'on parle de l'apprentissage constructif, là, ça veut dire que l'apprenant, il peut construire donc lui-même son propre savoir. Bien sûr, ce savoir-faire technologique doit être partagé dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Prenez une indépendance partielle en matière de petits appareils de mesure physique qui peuvent être conçus localement et aussi casser l'exclusivité du savoir-faire et le secret d'invention contrôlé par les entreprises qui cherchent surtout leur profit. Donc, pour l'objectif de travail, là, il y a un objectif double. Donc, l'objectif d'ordre pédagogique qui incite plutôt l'utilisation de toutes les techniques didactiques accessibles pour suivre un phénomène physique donné, et d'ordre de recherche. Donc là, normalement, l'apprenant, il doit être créatif, innovant, et l'EXAO, il va lui permettre de suivre un fait expérimental par les angles d'observation différents. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est la conception d'un TP classique de première année par l'EXAO à grande échelle en utilisant une interface MicroLab. Donc, comme j'ai déjà dit, donc le sujet il porte sur l'évolution d'un dosage simple, acido-basique, par 4 capteurs spécifiques de concepts physiques différents. Donc, les capteurs utilisés sont le pH-mètre, le conductimètre, le luxmètre et le passimètre. Alors, un petit principe sur le fonctionnement de chaque technique utilisée. Donc, pour la pH-métrie, il mesure le potentiel ou bien il mesure l'évolution du pH de la solution en fonction du potentiel. Donc, vous voyez, il y a bien sûr une relation qui lie entre le potentiel et les ions H+. Et bien sûr, il y a une autre relation qui lie entre le pH et la concentration des H+. Donc, plus que la concentration des ions H+, augmente dans une solution, plus que sa conductivité augmente. On voit aussi l'équation de la neutralisation. Donc, on a les ions les plus importants sont l'oxonium, H3O+, et l'hydroxyde, H1-. Pour la conductivité, il mesure la conductivité ionique, ou bien molaire ionique des ions présents en solution. Donc, cette conductivité, normalement, elle est proportionnelle à la concentration. Ça veut dire que plus que la concentration d'une solution augmente, plus que sa conductivité augmente. Pour la lumière, elle mesure l'éclairement dans le spectre visuel, bien l'intensité lumineuse ou l'éclairement lumineux en watts par mètre carré, en fonction du changement de couleur de la solution. Parce qu'on a normalement ici, nous, on ne s'intéresse pas à la lumière, mais ce que nous intéresse, c'est le changement de la couleur de la solution titrée. Pour l'opacimètre, il mesure l'évolution de l'opacité d'un liquide, ou bien il mesure le brouillard, la solution donc floue, etc. Finalement, pour la colorimétrie, c'est une réaction chimique suivie par changement de coloration. Donc là, normalement, il est nécessaire d'utiliser un indicateur coloré. Pourquoi? Parce que les solutions qu'on a, les solutions de base, solutions acides et solutions basiques, n'ont pas de couleur. Donc, ils sont clairs, ils sont limpides. Alors, pour qu'on peut observer l'évolution soit de lumière, soit de l'opacité, il faut utiliser un indicateur coloré. Donc là, on peut même s'appuyer sur la loi de Berlambert, donc il y a entre l'absorbance et la concentration de la solution. Le matériel utilisé. Donc, l'EXAO ne nécessite pas un grand appareillage. Donc, c'est juste un ordinateur, bien sûr, là où il y a installé le logiciel d'EXAO, l'interface MicroLab et les capteurs et les sons, donc bien sûr, selon nos expériences effectuées. Les solutions utilisées, là, normalement, avant de commencer chaque expérience, il faut d'abord étalonner l'instrument de mesure. Donc, on utilise des solutions qui ont déjà connues, donc qui ont déjà, par exemple, des valeurs de conductivité ou bien des pH connus, bien précis, et bien sûr, on va étalonner l'instrument de mesure. Là, on a besoin de 2 solutions qui ont la solution acide HCl et la solution de base, donc la solution basique NaOH, et l'indicateur coloré, le bleu de bromotimon. Alors, le plan ou bien la réalisation de quelques manipulations, on doit commencer par les courbes d'étalonnage. Alors, pour la courbe d'étalonnage du pH-mètre, là, on a utilisé 3 solutions de 3 valeurs de pH différentes. Pour la courbe obtenue, c'est une droite linéaire. Et bien sûr, en bas, vous avez l'équation de la droite. Donc, cette équation, elle présente la base. Donc, il présente la base avec laquelle on va travailler. Donc, normalement, on doit enregistrer cette équation et après, on va se baser sur elle. Pour la courbe d'étalonnage du conductimètre, là, donc, la solution utilisée, c'est une solution de KCl à différentes concentrations. Donc, ce qu'on a fait, on a se limité entre 2 intervalles de concentration. Donc, ce sont les intervalles qui nous intéressent, puisqu'on utilise toujours des solutions qui sont diluées. Alors, la première gamme, pour les concentrations de cette gamme, ils sont comprises entre 10-3 et 10-2 moles par litre. La deuxième gamme, c'est entre 10-2 et presque 1,4, 10-1 moles par litre. Et pour les résistances, bien sûr, il faut à chaque gamme, il faut une résistance bien équivalente. Alors, pour les courbes d'étalonnage, on voit clairement sur ces 2 figures qu'on a toujours, donc on a une droite linéaire qui passe par l'origine
Et bien sûr, ici, on peut enregistrer l'équation de la droite pour l'utiliser après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours dans l'étalonnage du conductimètre, donc on a deux droites qui sont aussi linéaires, mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé la conductivité en fonction de la concentration. Donc, on a déjà dit qu'il y a une relation de proportionnalité entre la concentration et la conductivité. Donc, normalement, plus que la concentration de la solution augmente, plus que sa conductivité augmente avec le temps. Maintenant, la courbe d'étalonnage du Lixmètre. Donc là, dans cette manip, il faut utiliser un indicateur coloré. Donc, il faut introduire un indicateur coloré dans la solution titrée. Pour les 3 points d'étalonnage, donc on a pris l'obscurité comme valeur minimale, la lumière du jour, valeur intermédiaire, et la lumière avec flash, donc la valeur maximale. Donc là aussi, on a obtenu une droite linéaire qui passe par l'origine. Et pour nous, donc puisqu'on n'a pas de lumière, donc on va considérer la couleur, ou bien le changement de la couleur de la solution titrée qu'on a, comme un changement de lumière, tel que plus que la couleur de la solution est plus foncée, plus que la valeur ou bien l'intensité lumineuse va diminuer avec le temps. Pour l'opacité, là donc on a choisi 3 solutions. Donc il y a la solution de l'eau distillée, donc c'est une solution bien sûr qui est très claire, donc la transmission ici normalement elle est maximale. La solution colorée, donc c'est une transmission intermédiaire. Et pour une solution sombre, par exemple l'encre noire, là on peut trouver que la transmission elle est minimale. Alors, sur ces 3 images, vous voyez qu'on a une solution. Donc, au début du dosage, elle était rose clair. Après, donc, il est devenu de plus en plus flou ou bien de plus en plus foncé. Donc, bien sûr, l'opacité, il va diminuer avec le temps. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un capteur virtuel de volume. Pourquoi? Parce que normalement, par défaut, le logiciel d'Exao, il trace l'évolution d'une grandeur physique par rapport au temps. Mais nous, normalement, ce que nous intéresse, c'est le volume d'équivalence. Donc, le volume, et bien sûr, à la fin, on va trouver le volume d'équivalence pour trouver la concentration de la solution, la concentration inconnue de la solution titrée. Alors, pour créer ce volume d'équivalence, normalement, on a 2 méthodes. Soit on va utiliser un capteur de pression, mais ça, il ne va pas donner une linéarité pendant une grande intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver une relation entre le temps et le volume versé de la soude. Donc, dans ce tableau, vous voyez, donc, il y a il rassemble les volumes de NaOH ajoutés et le temps nécessaire pour ajouter chaque volume. Par exemple, pour faire dissoudre 10 ml de NaOH, il faut 65 secondes. Donc, si on divise le volume par temps, on va trouver un chiffre qui, donc la moyenne, c'est 0,132 ml par seconde. Alors là, on peut obtenir l'équation, donc il dit volume égale 0,132 fois le temps. Donc, c'est une équation d'une droite linéaire avec une pente positive. Donc là, normalement, on a une fonction croissante. Et ça, bien sûr, elle est bien claire sur cette figure. Donc, l'évolution du volume en fonction du temps, il va donner une droite linéaire croissante. Alors, le schéma expérimental. Donc là, normalement, l'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir le volume d'équivalence ou bien le même volume d'équivalence par les 4 techniques utilisées. Alors déjà, l'expérience, c'est quoi? Donc, c'est un dosage simple, acido-basique. Donc, dans le bécher, normalement, on a la solution acide. On a ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré. Donc, puisqu'il est acide, alors il va prendre la couleur jaune. Après, on va ajouter goutte à goutte la solution qui est dans la burette. Et bien sûr, on doit utiliser un agitateur magnétique. Pourquoi? Pour homogénéiser la solution. Donc, pour augmenter la vitesse du dosage, etc. Alors, dans ce bécher, on doit introduire la sonde. Donc, cette sonde, elle est liée à des capteurs. Donc, ils vont être introduits successivement dans ce bécher. Et bien sûr, ces capteurs sont liés à une interface micro-lab qui a son tour branché à l'ordinateur. Donc, sur ces 3 images, on peut observer l'évolution de la couleur de la solution pendant le dosage. Donc, bien sûr, en utilisant le BBT comme indicateur coloré. Donc, la solution où était acide, donc, la coloration, c'est jaune. En milieu neutre, la coloration, c'est vert ou bien bleu, vert-bleu. Et au milieu basique, la coloration, elle est bleue, donc bien sûr, selon le degré de la couleur utilisée. Alors maintenant, et ce qui serait très intéressant, ce sont les courbes du dosage obtenues. Donc, on a réalisé l'expérience du dosage et on a obtenu quelques courbes. Alors, pour la première courbe du pH mètre, donc on vit clairement sur cette courbe qu'on a 3 zones. Donc, pour la première zone, normalement, cette zone qui est horizontale, qui représente la zone acide, après la zone de virage et la zone basique. Donc, par l'utilisation de la méthode des tangents, on peut tracer les 2 droites. Le milieu, c'est le point d'équivalence. Et la projection de ce point d'équivalence sur l'axe des abscisses, il va donner le volume d'équivalence. Pour la courbe de la conductivité, la même chose. Donc, on a normalement une cassure ici au milieu.
Donc, bien sûr, avant l'équivalence, il y a une diminution de la conductivité parce qu'il y a une consommation pour réaliser le dosage. Là, donc, on a le mélange qui est stoichiométrique. Après le point d'équivalence, donc les ions de OH- ils vont augmenter dans la solution, donc la conductivité augmente par la suite. Pour la courbe du luxmètre, là, donc, vous voyez qu'il y a donc, la courbe qui est rouge, en rouge. Donc, normalement, c'est la courbe réellement obtenue, mais il y a beaucoup de perturbations. Donc, ces perturbations, peut-être, ils sont dues à la vitesse de l'agitation magnétique, ils sont dues au débit utilisé pour dissoudre la soude, à la lumière du jour, parce que la lumière du jour, il joue un rôle très important dans cette manipulation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire un lissage, donc ce qui est en noir, c'est un lissage seulement pour faciliter l'obtention du point d'équivalence. Donc, finalement, pour l'opacité, donc vous voyez sur ces trois figures, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la solution qui était au début claire, après, donc il est devenu de plus en plus foncé. Si on veut tracer l'évolution de l'opacité en fonction du volume, donc plus que la solution est foncée, plus que la valeur d'opacité diminue. Et donc, là aussi, on a une cassure au milieu. Et bien sûr, cette cassure, c'est elle qui va nous donner le point d'équivalence qu'on cherche. Alors, résultat. Donc, normalement, notre but, c'est quoi? Donc, c'est trouver le même point d'équivalence en utilisant 4 techniques. Donc, ces techniques, normalement, ce sont des moyens de vérification et de confirmation. Pourquoi? Parce que ces expériences ont été déjà réalisées par les apprenants avant. Donc, seulement, la seule chose ici, c'est l'ordinateur, plus bien sûr le logiciel d'Exao. Donc, une fois l'étalonnage réalisé, on peut faire une multitude de dosages dans un temps qui est trop court. Et donc, bien sûr, c'est un gain pédagogique, opportunité, didactique, transfert du savoir et du savoir-faire. Pourquoi? Parce que normalement, avant, l'apprenant, il perd beaucoup de temps dans le tracé des cours, dans le choix d'échelle, etc. Mais maintenant, donc, il peut investir donc, ce temps mort dans l'interprétation des courbes, l'analyse des données, etc. Donc c'est mieux d'utiliser ce temps dans des choses qui sont plus importantes que le tracé d'une courbe. Alors, finalement, la conclusion. Donc, la réalisation de cas de capteurs compétitifs de petits appareils. Donc, les capteurs utilisés dans ce travail, ce sont des capteurs formés ici à l'ESTO d'Oujda, exactement au département génie appliqué. Donc, le pH mètre, le conductimètre, etc. La réponse, bien sûr, elle est suivant à nos besoins et nos exigences expérimentales dans ces domaines. Les meilleures méthodes de dosage sont la pH métrie et la conductimétrie. Pourquoi? Donc, si vous allez bien voir sur les courbes passées, donc normalement pour la conductivité et la manip de pH métrie, on a des courbes qui ne présentent pas de perturbation. Donc, on a des belles courbes. Mais pour la manip de la lumière, par exemple, on a plusieurs perturbations. Pourquoi? Parce que normalement, soit dans cette manip de la lumière, soit dans la manip de l'opacité, il faut des conditions opératoires très, très, très sensibles. Donc, normalement, il faut garder une intensité lumineuse constante et après, on peut faire ces manipulations. Alors, actuellement, la pH métrie et la conductimétrie, ce sont les deux techniques qui donnent des résultats bien précis. Multiplication facile des manipulations pour résoudre le problème de la massification. Donc, c'est ça notre premier problème. Élaboration d'ETP de première et de deuxième année de chimie par Exao. Donc, ces expériences, bien sûr, ils peuvent être réalisées à grande échelle, même dans les lycées et les collèges. Et on peut bien sûr réaliser ou bien on peut fabriquer d'autres capteurs selon nos besoins, selon les manipulations qu'on veut réaliser dans les futurs. Et on peut utiliser ces capteurs dans le domaine de la recherche scientifique. Alors, enfin, j'espère que ma communication a contribué à enrichir le débat sur le thème d'aujourd'hui, malgré la contrainte du temps. Donc, merci de votre attention. Je vous remercie, Madame Jeanne, super enrichissante. Alors, on va allouer 5 minutes pour les questions. Y a-t-il des questions? En fait, le travail, il est fait dans quel cadre? Dans quel cadre? C'est une thèse. Une thèse? Oui. Oui. Donc, en fait, j'ai un fascinant unique. C'est ce qu'on cherche. Merci. Voilà. Merci. C'est pour des choses plus sérieuses, donc. Monsieur Oudal, c'est lui qui nous a fourni l'holofascinate et on a pu trouver des résultats. Et j'enseigne sur les couleurs de vos solutions. Oui. Donc, on a une proposition pour faire un coloris. Merci, M. Bézier.
Autre question? Monsieur Fabrizi. Merci, Jihad, pour l'exposé. Et c'est un petit peu rassurant et prometteur. Peut-être qu'en gros, il y a la relève qui est assurée de nous autres qui ne sont pas très loin de partir. Alors, cette manipulation, c'est vrai, c'est un gain de temps extraordinaire. Alors, donnez-moi des chiffres. En combien de temps un étudiant du niveau bac plus 2 peut réaliser cette manipulation? Oui, donc normalement pour la pH-métrie et la conductimétrie, on peut la réaliser même en 3 minutes, 5 minutes. Vous vous rendez compte de nombre d'étudiants qu'on peut faire passer? Oui, bien par sûr. jour? Oui. Et puis, c'est un gain de temps extraordinaire. Oui. Eh bien, écoutez, continuez et bravo pour votre Parce que l'appareil il est étalonné, Oui. un seul manipulateur va étalonner. Et surtout les gens qui vont après, ils vont utiliser directement. L'équation. Eh bien, merci beaucoup pour l'utilisation de la technique. Adéquat. Merci, monsieur Fabrizi, pour votre question. Bonjour. J'ai une question pour le prochain, pour votre expérience. Je m'attendais normalement à avoir Une courbe. une courbe avec une ligne. Dans votre propos, vous avez qu'une descente directe. Comment vous pouvez J'ai pas bien compris ta question. Je m'attendais normalement à un palier à la fin. Un palier. Si on augmente le temps, peut-être qu'on va avoir un palier. Mais pour moi, je n'ai pas réalisé cette expérience. J'ai réalisé seulement les 3 expériences du début parce qu'on n'a pas encore un opacimètre. Mais comment vous avez réussi à avoir cette courbe? Donc j'ai trouvé sur Internet. Ah bon. Donc j'ai essayé uniquement d'interpréter le résultat complet. Donc, je m'attendais normalement à la fin, normalement, je dois avoir quelque chose de comme ça. Oui, peut-être qu'on peut avoir ça. Mais puisque le temps est court, donc... Oui, donc c'est bon. Non, c'est une réalisation expérimentale qu'on a faite à Rabat. On a transposé ici. Alors, pour ce que vous avez dit, on n'aura pas un palier juste après, parce qu'avec un dosage, on va s'arrêter à 20 millilitres. Donc, ça devient bleu, bleu foncé, après, nous, on arrête. Hein. C'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la cassure. Une fois qu'il y a la cassure, c'est terminé la même. Et tu peux, le bleu foncé, etc., après, ça va Ça ne deviendra jamais noir. Hein? Ça ne deviendra jamais noir. Non, ça devient jamais. Mais la partie la plus intéressante, c'est là où vous avez le changement de couleur. Du rose au bleu. Donc, du rose au bleu, vous avez une grande longueur d'onde. Donc, c'est ça ce qui nous intéresse. Après, c'est tout droit. Hein. Donc, nous, on cherche cette question-là, on a le point d'équivalence. Merci, monsieur Sarah. Donc, 2 autres questions. Donc, une question ici, après, sur la main. Qui va demander à vous. Alors, merci pour votre présentation qui est importante. S'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur la diapositive, c'est ça, je vais dire. Alors, ma question, c'est par rapport au lexique de rotation de virage. Vous savez que le virage, c'est la plus importante de le pH. Alors, là, il n'y a pas une... Oui, oui, pour le dosage. Donc là, il n'y a pas une meilleure représentation de la descente de rotation de virage. Il n'y a pas quoi? Une meilleure représentation. Oui, je bien détaillé ça tout à l'heure. Donc, normalement, il y a beaucoup de perturbations. Pourquoi? Donc, ça est dû à beaucoup de facteurs. Donc, il y a la vitesse d'habitation, la pollution, il y a le Ma question, c'est par rapport au lissage. Je pense qu'il faut faire le lissage par bloc. Par bloc? Oui. Pourquoi normalement? Par intervalle. Si vous voyez même sur la version générale, il y a une descente qui est très pointue. Donc, pour bien représenter cette zone-là, donc, il faut faire le lissage seulement pour cette zone-là, pour la première zone, deuxième zone, troisième. Pour bien représenter la courbe. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est la bande de virage. Je sais. Oui. Mais l'accord que vous avez en rouge, il est très éloigné de l'accord que vous avez en noir. Il est un peu éloigné. Pour la bande de virage, par exemple, on a des points à droite et des points à gauche. Il y a un grand éloignement. Si vous voyez bien sur la pointe, vous voyez bien la pointe. On a la circulation par la droite. La question, c'est
la circulation par voie. Qu'est-ce qui va changer si je fais la Alors ici, nous avons une courbe, on a mis un indicateur coloré. Donc le luxmètre, on va voir le proximètre, c'est ça? Luxmètre. Luxmètre, normalement, il est dédié pour voir l'intensité lumineuse. Donc si on ne met pas d'indicateur coloré, il n'y a pas de changement de lumière. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un indicateur coloré. À partir de cet indicateur, on va voir le changement de la luminosité. Donc au départ, c'était jaune. Jaune foncé. Après vert pistache, vert clair, vert foncé. Donc tous ces verts-là, il va les voir. En plus de l'agitation, donc vous aurez un mélange entre le jaune et le vert, entre le jaune foncé et le vert. Après, il va venir vers le bleu, entre le bleu et le vert. Donc là, dans cette zone-là, la mesure, l'incertitude est très très grande devant la mesure. Donc ce n'est pas très intéressant de faire un listage bien fait. Donc on va mettre l'incertitude sur la première partie des petits, mais aux zones de virage, elle est très grande. Donc nous, ce qu'on fait, on fait un. Malgré que, bon, bien sûr, la manip demande beaucoup d'attention. Si vous faites ça, vous changez le but, comme péché. Donc on a essayé de faire ça, mais cette manip, on va, Inch'Allah, la refaire pour qu'elle devienne un petit peu mais ça nécessite un matériel. Mais pour les étudiants, c'est pas, pour l'interpréter, c'est pas très intéressant d'avoir. Ce qu'il faut insister, c'est que l'incertitude, elle est très grande ici. Donc, on ne peut pas l'avoir avec nous. Il faut ajouter tout simplement le projecteur. Oui, c'est ça. C'est la solution de succès qui va faire ça après, qui va donner que ce soit une lumière constante, manipulateur ne bouge pas, etc. Donc, dernière intervention avec M. Delaney. C'est la dernière question. C'est pas la présentation qu'elle a l'après-midi, donc vous allez nous présenter le modèle. Oui, bien sûr, c'est après-midi. D'accord. Ma question c'est, par exemple, ce que je peux donner par exemple, RPX en solution, la couleur, ça va du rose clair jusqu'au rose foncé. Est-ce que les barreaux nous permettent de suivre la dévolution? Oui, exactement la manipulation de la lumière. Donc la lumière, normalement, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver une relation entre la lumière et la coloration de la solution. Donc on peut dire que plus que la solution, bien plus que la couleur est plus foncée, plus que l'intensité lumineuse diminue. Donc si vous avez commencé par une rose qui est claire, après rose verdissant et jusqu'à le rose foncé, donc on peut dire qu'au cours de ce temps, l'intensité lumineuse va diminuer. Non, on n'a pas encore de ce capteur. Oui. On va chercher l'utiliser dans le futur. Et l'échelle sur elle, il va nous donner le capteur. Après la démonstration. Merci, madame. Alors, on enchaîne avec M. Ilyas étudiant chercheur à l'Université de son thème d'intervention à l'application de la loi de Malus par l'examen à l'aide d'un capteur de lumière. Il de bien vouloir respecter le temps de 15 minutes. Donc, bonjour tout le monde. Le thème de ma présentation est consacré sur la vérification. Le thème de ma présentation est consacré sur la vérification de la loi de Malus à l'aide de l'expérimentation assistée par ordinateur à l'aide d'un capteur de lumière. D'abord, je vous remercie Monsieur l'encadrant, Monsieur Drespreya et les collaborateurs, Monsieur Saudi et Monsieur Kasmi pour tous les efforts qu'elle a fournis avec vous. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à réaliser cette manipulation. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un bref aperçu de ce que vous allez présenter. D'abord, je commence par une introduction, ensuite passer à la partie théorique, ensuite sur la réalisation d'un montage expérimental et d'interface Microlab, ensuite une application, enfin, et une conclusion.
D'abord, la lumière, c'est quoi? C'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle résulte d'une propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, sans être perpendiculaire. Le caractère vectoriel du champ électrique induit la notion de polarisation de l'onde lumineuse. Cette polarisation est l'étude de la direction du champ électrique dans le plan d'onde. En 1911, lors de son étude de la polarisation par des cristaux de quartz, François Arago a découvert le phénomène de la polarisation rotatoire de la lumière. C'est quoi une polarisation? La polarisation, c'est une propriété dont les ondes peuvent présenter une répétition privilégiée de l'orientation des vibrations. Et grâce à des ondes électromagnétiques telles que la lumière ou les ondes gravitationnelles, on a ainsi des propriétés de polarisation. Quels sont les types de polarisation? Il existe trois types. La première, qu'on appelle la polarisation elliptique, c'est-à-dire que le champ E est issu d'une ellipse dans le plan droit. La deuxième, une polarisation circulaire, c'est-à-dire que le nombre du vecteur du champ électrique ne change pas alors que son orientation change autour selon un mouvement rotatoire. Le troisième type de polarisation qui nous intéresse dans cette manipulation, qu'on appelle polarisation rectiligne, c'est-à-dire que le champ E garde la même direction au cours de la propagation. Dans ce cas, le champ E dessine un segment dans le plan d'onde. Lors de la manipulation de la loi de Malus, on a un dispositif essentiel qu'on appelle un polariseur. Quelle est la caractéristique de ce polariseur? Un polariseur, c'est un dispositif qui possède plusieurs chaînes de polymères qui permettent de transformer une onde de polarisation quelconque en une onde de polarisation rectiligne. Les polariseurs axiaux sont des fils de polymères étirés, transmettent sélectivement le champ selon une axe perpendiculaire à la direction d'étirement de polymères. Il existe ensuite un deuxième polariseur qu'on appelle un analyseur qui permet d'analyser la nature de la polarisation qui lui parvient. Dans la partie théorique, c'est quoi une loi de Malus? Une loi de Malus, c'est une loi en optique qui sert à mesurer l'intensité lumineuse en fonction d'un angle θ. L'angle θ, c'est l'angle qui fait entre le polariseur et l'analyseur. Pour réaliser ce montage, on a besoin d'une source de lumière blanche émise par un faisceau polychromatique parallèle à l'axe optique. On place juste après la source un diagramme de manière à collecter un maximum de lumière. Il doit être placé au plan foyer du lentille qui doit être convergence. L'ensemble diaphragmatique permet de collecter un faisceau de rayons quasi parallèles et d'avoir ainsi une grande quantité de lumière passe par le polariseur et l'analyseur. Cette lumière est captée par un capteur photosensible qui est en contact avec un galvanomètre pour mesurer l'intensité lumineuse. Ce schéma, il est déjà fait en master pour le montage classique. Il existe un remarque très important. Si on est dans le cas où le polariseur est parallèle à l'analyseur, c'est-à-dire que l'angle θ égale à 0. Dans ce cas, on dit que le polariseur de l'incident est dans la même direction que l'axe de polariseur. Et dans le 2, c'est-à-dire que l'intensité doit être maximale. Par contre, si le polariseur de l'intensité est perpendiculaire à la direction du polariseur, dans ce cas, l'angle θ doit être égal à pi sur 2 et le polariseur, c'est-à-dire que les chaînes de polymères de polariseur doivent être perpendiculaires à la chaîne de polymères de l'analyseur. Donc, on a l'obscurité, il n'y a pas de lumière qui va être traversée. Voilà ce montage classique. Donc, ce montage classique, pour déterminer l'intensité en fonction du temps, il faut faire un tableau et pour chaque valeur de temps d'une radiation, par exemple de 10 degrés, il faut noter l'intensité. Donc, ça fait beaucoup du temps. Et aussi le capteur photosensible qui est très sensible, donc il peut endommager. Pour cela, nous arrivons à réfléchir de faire cette manipulation à l'aide d'interfaces d'exemple. Pour cela, il existe plusieurs trucs de travail à la fin de la réalisation de ce montage. Les composants que nous avons utilisés, pour ne pas tourner l'analyseur de façon manuelle, on doit tourner d'une façon qui est automatique à l'aide d'un moteur pas à pas qui est relié avec une interface d'Arduino. Une interface Arduino, c'est une interface microcontrôleur programmable qui permet de contrôler tous les éléments mécaniques, savoir système de lumière, moteur, etc. Ensuite,
Ce capteur, nous avons utilisé un autre capteur qu'on appelle un capteur de l'X-MED qui sert à mesurer l'éclairement dans le spectre visuel. Et ce capteur de l'X-MED qui est en contact avec l'interface Microlab, qui permet d'obtenir des représentations graphiques d'un phénomène microcontrôleur relié à plusieurs capteurs interchangeables. Les logiciels que nous avons utilisés, la première chose, c'est le logiciel Arduino. La deuxième, c'est le logiciel Microlab. Et la troisième, c'est SolidWorks. Nous avons utilisé le logiciel SolidWorks, qui est en propriété de conception assistée par ordinateur en 3D fonction sur Windows, pour lequel nous avons fabriqué ces engrenages. On a le premier engrenage qui est relié avec le moteur, qui est en contact avec l'analyseur tournant. Nous avons ajouté ces deux engrenages pour assurer l'équilibre d'un analyseur tournant. Ensuite, ce moteur, par à pas, qui est composé de 4 bobines de INS 1 jusqu'à INS 4, qui est en contact avec, est branché avec des entrées analogiques sur le bord 8, 9, 10, 11. Le plus de ce drive est connecté avec le 5 volts de l'Arduino et le moins de ce drive est connecté avec GND de l'Arduino. Voilà le schéma qu'on arrive à réaliser. La deuxième chose qu'on a, à l'aide de M. Qasmi et M. Saoudi, on a réalisé ce capteur de l'X-MED qui est constitué d'une photorésistance et les résistances qui sont R1 égale 1,5 kΩ, R2 égale 3,3 kΩ et R3 égale 15 kΩ. Ce capteur de l'X-MED qui sert à convertir un rayonnement électromagnétique en un signal électrique analogique. Et ce capteur, on a un port USB qu'on peut contacter avec l'interface Microlab Exao qui sert à convertir un signal électroanalogique en un signal numérique traité dans le logiciel d'Exao. Finalement, voilà ce montage qu'on arrive à réaliser expérimentalement. Voilà une source de lumière blanche émise par un faisceau pour les chromatiques parallèles axe optique et capté par un capteur de l'X-MED qui sert à convertir un rayonnement électromagnétique en un signal analogique à travers les deux polaroïdes qui sont le premier polariseur et le deuxième analyseur qu'on a tourné. Comme résultat, nous avons trouvé l'intensité lumineuse en fonction de θ. Lorsque le polariseur et l'analyseur sont parallèles, c'est-à-dire l'angle θ égale à 0, donc on reçoit une intensité qui va être maximale. Si on commence à augmenter l'angle θ, donc l'intensité va être diminuée jusqu'à être disparaître dans le cas où le polariseur et l'analyseur doivent être perpendiculaires. Dans ce cas, l'intensité doit être minimale. Dans le logiciel Microlab, il est capable de tracer l'intensité lumineuse en fonction du temps. Donc, il existe une relation entre la vitesse angulaire et le temps. Donc, il existe θ égale oméga t. Donc, on peut facilement aller de logiciel d'Exao et de créer un capteur virtuel et déclarer comme équation cosinus carré de θ. Et enfin, on réalise à vérifier la loi de Malus qui est l'intensité en fonction de cosinus carré de θ. Et on peut déterminer la pente de cette drone. Finalement, comme application de cette loi de Malus, qui est une différence importante dans la nature, et c'est grâce à elle qu'on peut moduler l'intensité lumineuse, déterminer la direction de la polarisation de n'importe quel matériau. Ensuite, c'est grâce à cette loi de Malus qu'on peut trouver la concentration du liquide inconnu. Par exemple, si on place une cuve de verre contenant de l'eau entre le polariseur et l'analyseur, donc à la sortie de l'analyseur, on reçoit une intensité qui ne peut pas être due à cause de la solution ou du liquide à étudier. Ensuite, on tourne l'analyseur d'un angle θ pour l'effet de l'échantillon. Et c'est grâce à un angle θ on peut déterminer la concentration de ce liquide à l'aide de cette équation. Alors, dans ce travail de cette manipulation, nous avons vérifié la loi de Malus par la réalisation d'un montage expérimental à l'aide d'une interface